Alors, je nous vous présente très rapidement parce que Tiffany l'a déjà fait. Donc, on est effectivement toutes les trois coach, formatrices en management et facilitatrices au sein du cabinet Good. Et j'étais moi auparavant administratrice à l'UIC Île-de-France, d'où voilà les relations avec Tiffany et Gilles. Donc, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui voilà, au sein de l'UIC Île-de-France. Euh, donc, nous représentons le cabinet Good. Je passe très très rapidement, hein, qui est un cabinet qui est spécialisé en accompagnement des entreprises grâce à l'agilité. Notre leitmotiv, c'est de lutter contre le gâchis, de rendre les entreprises plus durables, on va dire, grâce à un levier qui est l'agilité. On intervient sur plusieurs axes. Un des axes principaux, c'est l'accompagnement en coaching agile de tout ce qui est DSI. Et puis, on développe aussi toute une partie accompagnement de transformation managériale. Et c'est plus à ce titre qu'on intervient, en l'occurrence Sylvie Mallet, Sylvie Rabi et moi. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Déjà, du nouveau paradigme dans lequel on évolue actuellement, je vous en dirai plus juste après, et qui est renforcé par tout ce qu'on vit actuellement et qui incite à faire évoluer son management. On va se demander dans ce contexte actuel comment favoriser l'engagement des collaborateurs. Puis on verra des outils, on fera une petite pause à ce moment-là. On verra ensuite des outils pour prévenir les conflits et les gérer. Et on gardera un temps en fin d'atelier pour répondre à vos questions et puis vous demander un feedback sur cet après-midi. Et donc, on termine à 17h. Voilà. Donc, un nouveau paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que je vous apprends rien en disant qu'aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus complexe, incertain, qui bouge qu'à l'époque des temps modernes, à l'époque de Charlot, où le travail, où les demandes des consommateurs, notamment les demandes des clients, étaient beaucoup plus prévisibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est Ford d'ailleurs qui disait les gens peuvent choisir n'importe quelle couleur pour la Ford T pourvu qu'elle soit noire. Donc on voit que finalement les consommateurs s'adaptaient à ce qu'on leur proposait. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Les demandes évoluent beaucoup plus vite, les technologies, l'information, et puis on a aussi beaucoup plus d'incertitudes. Et on voit que le contexte dans lequel on est actuellement renforce ce postulat. Je pense qu'on était, voilà, on n'aurait pas forcément pu prédire, je ne sais pas, au mois de janvier ou au mois de même de février, qu'on aurait vécu ce confinement, qu'on aurait dû télétravailler, se réinventer de façon très très rapide. Donc le monde dans lequel on vit aujourd'hui a beaucoup changé par rapport à ces dernières années et donc implique de réinventer notre façon de manager et notre façon d'engager les collaborateurs. Or, dans beaucoup d'entreprises, finalement, les modes managériaux qui ont été mis en place au moment de la révolution industrielle perdurent, continuent à perdurer, sont toujours les mêmes et bah, forcément commencent à montrer leurs limites, notamment en termes d'engagement des collaborateurs qui, eux, demandent aussi autre chose. Voilà. Et puis, on voit aussi que ça montre ses limites en termes d'engagement, mais aussi en termes de performance, hein, puisque ben, voilà, finalement, l'idée, ça va être de s'adapter beaucoup plus vite à ce qui se passe. Et si on a un management très hiérarchique et très contrôlant, comme on pouvait l'avoir à l'époque, et qui fonctionnait, et ben aujourd'hui, ça met aussi l'entreprise en risque. Donc, on parle aujourd'hui d'un acronyme qui s'appelle VUCA, que vous connaissez peut-être. En français, c'est VICA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu, qui est un acronyme qui date des années 90, hein, qui a été proposé par l'armée américaine au moment de la guerre froide, enfin de l'effondrement de l'URSS, la fin de la guerre froide, pour caractériser le monde très incertain, justement, et très changeant dans lequel on commençait à évoluer. Donc ça date pas d'hier, hein, mais voilà, ça a émergé à cette époque-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs, donc la volatilité. Donc on a un tableau à deux entrées avec le niveau de connaissance de la situation et la prévisibilité de la conséquence de nos actions. Donc quand on connaît bien, quand on a un niveau de connaissance de la situation assez élevé et une prévisibilité de la conséquence de nos actions aussi assez élevée, on parle de volatilité. Mais on voit qu'il y a déjà quand même des choses qui vont très très vite. Donc la volatilité, c'est que l'environnement connaît des changements disruptifs et imprévisibles dans leur échelle et leur vitesse. C'est-à-dire qu'on peut avoir des changements qui arrivent à n'importe quand et qui en plus sont de plus en plus fréquents. La complexité,
c'est quand l'environnement est dynamique et comporte de nombreuses composantes interdépendantes. Donc, toutes les variables d'une même situation sont connectées. Enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de variables sont connectées. Et si vous agissez sur A, ça ne va pas forcément avoir un effet que sur B. Peut avoir un effet sur plein d'autres variables et vous ne maîtrisez pas forcément ces impacts et ces relations de cause à effet. Ensuite, l'incertitude, c'est quand l'environnement offre trop peu d'informations pour prendre des décisions complexes. Et enfin, l'ambiguïté, là, c'est vraiment la situation, on connaît le moins la situation et on a le moins de prévisibilité. Je reprends une citation, c'est la résultante de l'inconnu et de l'inédit. N'ayant pas d'antécédents auxquels se référer, on ne sait pas relier les effets observés à des causes certaines. Donc là, on est vraiment d'autant plus dans le brouillard. Donc on voit que dans ce contexte VICA, je pense qu'il vous parle aujourd'hui, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu et qu'on a peut-être subi ou pas de plein fouet avec ce qui s'est passé avec le coronavirus. On voit que nos méthodes prédictives issues de la révolution industrielle fonctionnent plus et que l'invitation, ça va être plutôt d'agir par petits pas, par petites expérimentations, de récolter du feedback et ensuite de s'améliorer au fil de l'eau. Et dans ce contexte-là aussi, la réponse managériale, comme je vous le disais juste avant, peut plus être la même et porte ses limites, puisque finalement le management par l'expertise, par les ingénieurs finalement qui font des plans, qui exécutent un plan et qui contrôlent ce qui est réalisé par les collaborateurs, on voit aussi que ça porte ses limites, puisque ce plan finalement il est difficile à faire et on a tellement d'incertitudes de part et d'autre que le plan a forte chance de finir à la poubelle et de pas aller au bout. Alors, pour compléter ce contexte dans lequel on se trouve, on voit aussi qu'on observe un nouveau rapport au travail de la part des collaborateurs. Dan Pink, qui est un auteur anglais qui a beaucoup écrit sur le sujet et qui a écrit notamment un livre qui s'appelle La vérité sur ce qui nous motive, a rassemblé en 3 grands facteurs de motivation intrinsèque les motivations de l'être humain. Alors, Dan Pink n'a rien inventé. Il a fait vraiment une synthèse de la littérature qu'on peut voir sur le sujet et qui ont émergé dans les années 70. Donc, ça fait très longtemps qu'on a des connaissances sur les facteurs de motivation, que les psychologues des meilleures facultés américaines, européennes ont fait des études. Et pourtant, c'est toujours pas encore tellement utilisé. Donc, Dan Pink identifie dans sa synthèse 3 grands facteurs de motivation intrinsèques que sont l'autonomie, la maîtrise au sens où je maîtrise et je développe en permanence mes compétences, et le sens au travail. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est ressorti dans vos questions du moment. Donc, un être humain, c'est vraiment l'être humain, va pouvoir se motiver par lui-même. La motivation intrinsèque, c'est je fais quelque chose parce que j'aime le faire et pas pour obtenir autre chose. Donc, la rémunération, par exemple, les primes, ce sont des facteurs de motivation extrinsèques et qui ont des limites et qui ne fonctionnent pas au bout d'un moment pour se motiver. Et donc, les 3 grands facteurs qu'il identifie, ce sont l'autonomie. C'est-à-dire que je suis autonome pour faire le travail qui m'est demandé. Je développe mes compétences de façon continue et mon travail a du sens. Je trouve vraiment du sens à mon travail. Je sais pourquoi je me lève le matin. Donc ça, on voit que c'était déjà le cas dans les années 70, mais ça devient de plus en plus criant aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose à favoriser finalement pour garantir l'engagement des collaborateurs. Alors après, il y a vraiment beaucoup d'études sur la motivation. Il y a même un site qui s'appelle, je crois, les 100 théories sur la motivation, si ça vous intéresse de creuser le sujet. Mais voilà, là, on peut retenir ces trois grands facteurs. Et l'idée, du coup, pour l'entreprise, pour l'organisation, ça va être de créer un environnement qui favorise au maximum ces 3 facteurs de motivation. Comment est-ce que je peux faire pour que mon collaborateur soit autonome sur la mission que je lui confie? Comment est-ce que je peux faire pour qu'il développe ses compétences en permanence et qu'il apprenne de nouvelles choses en permanence? Et comment est-ce que je peux faire pour créer un environnement qui lui permette de trouver du sens à ce qu'il fait? Voilà. Alors aujourd'hui, justement, on va faire un peu le focus. Donc on va commencer par parler effectivement de l'engagement. Comment on fait pour favoriser ces 3 facteurs d'engagement? Et on va faire le focus plus précisément sur l'autonomie.
Déjà, sur l'autonomie augmente finalement l'adaptabilité de la structure, augmente l'engagement du collaborateur, mais elle peut créer du risque. Je pense qu'en tant que responsable RH ou en tant que manager, vous avez peut-être été déjà confronté à je donne un peu plus d'autonomie, mais il se passe quelque chose, voilà, il y a une erreur qui est faite et du coup, hop, ça me met en tension. Et donc, je resserre à nouveau les brides et je rediminue l'autonomie. Et je suis toujours en train de naviguer entre ces deux aspects-là. Donc, l'idée, ça va être de réduire le risque par l'autonomie responsable. Et en plus, l'autonomie responsable va elle-même aussi favoriser l'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autonomie responsable? Déjà, pour être autonome et responsable, il faut avoir la compétence pour faire la mission qui nous est demandée. Ça paraît évident, mais parfois, on pense que le collaborateur est compétent et puis en fait, il l'est pas tant que ça. Et donc, l'idée, ça va vraiment être d'aller vérifier sur ce qu'on lui délègue qu'il a la compétence. Ensuite, on va vérifier qu'il a la motivation justement pour faire la mission qu'on lui confie. Donc, il est voulant. Alors, ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut et que c'est la fête, mais en tout cas, plus un collaborateur justement aura envie, sera motivé et trouvera du sens à ce qu'il fait, hein, on peut faire le lien avec le sens aussi, et ben plus il sera, il fera les choses bien, et plus il sera autonome justement. Et puis il faudra qu'il soit pouvant, c'est-à-dire qu'il ait l'environnement, qu'il ait les bonnes informations, qu'il ait le bon mandat, qu'il ait les moyens pour faire ce qu'il a à faire. Donc c'est pas les moyens, c'est pas juste le budget, c'est pas juste les moyens matériels, c'est l'environnement qui lui permette de faire correctement sa mission, la tâche qui lui est déléguée. Donc c'est vraiment un cadre à créer pour le manager. Et un cadre, ça veut dire aussi des limites. Ça veut dire qu'il y a un périmètre dans lequel il peut faire, dans lequel il a des permissions, mais il y a aussi des choses qu'il ne peut pas faire. Et l'idée, ça va être d'expliciter ce cadre. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et donc ce triptyque, donc ce SVP, hein, c'est l'acronyme qui peut vous permettre de retenir ce sachant, voulant, pouvant. A priori, garantie. Alors, c'est pas dans 100% des cas, il y a toujours des exceptions, mais a priori, si on arrive à cocher toutes ces cases, on a un collaborateur qui est autonome et qui est responsable, et on réduit le risque lié à l'autonomie. Donc, un collaborateur SVP, il peut prendre les bonnes décisions en autonomie sur son périmètre. Donc, on parle bien sur son périmètre, ça ne veut pas dire sur tout. Il n'est pas forcément autonome sur tout, mais sur la mission qui lui est confiée. Un des facteurs d'engagement du collaborateur, c'est de l'accompagner vers cette autonomie. Donc, on a vu, il y a autonomie, développement des compétences et sens. L'accompagner vers cette autonomie. Et on va voir que cette autonomie, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Elle ne se décrète pas. Ça vous est aussi peut-être déjà arrivé. Moi, je sais que dans mon passé de chef d'entreprise, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de dire, bah voilà, je te confie ça et puis je suis sûre que tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, puis on se revoit dans quelques temps. Bon, bah, c'était le fiasco total, bien sûr, parce qu'on ne décrète pas qu'un collaborateur est autonome, on l'accompagne progressivement. Et on vérifie régulièrement qu'il est SVP, justement. Alors, comment on fait pour accompagner le collaborateur vers cette autonomie? Eh ben, on va l'accompagner marche par marche. On parle de l'escalier du management. Comment ça se fait, cet accompagnement? Déjà, en créant la relation avec le collaborateur, une relation de confiance réciproque. Donc, pour ça, on a deux outils qui sont l'écoute active, et dont Sylvie Mallet vous parlera juste après. On fera un focus sur l'écoute active, et sur le 1 à 1, qui permettent justement de construire cette relation entre le manager et son collaborateur. Le 1 à 1, c'est un temps privilégié avec le collaborateur. Nous, on préconise 30 minutes par semaine, mais il y a plein d'autres formules possibles. Dans certains livres, ils préconisent 5 minutes par semaine. Enfin, voilà. En tout cas, l'idée, c'est de créer un espace dédié avec son collaborateur, surtout pas pour parler de l'opérationnel, mais plus pour lui poser des questions ouvertes, l'aider à s'exprimer et construire progressivement cette relation de confiance entre l'un et l'autre. Voilà. Et donc, vous voyez que ça change du management classique. Le management, alors je suis un peu caricaturale pour le propos, mais le management classique qu'on a connu au moment de la révolution industrielle, où on a un chef, on a quelqu'un qui sait, qui est l'expert, qui est l'ingénieur, qui est l'expert, qui sait ce qu'il y a à faire, qui décrit, qui délègue et qui contrôle. Là, on est beaucoup plus dans un management relationnel et on va aider le collaborateur à trouver les ressources par lui-même. Et comme on l'accompagne vers cette autonomie,
l'idée, c'est de progressivement lâcher le micromanagement et le contrôle et le reporting du quotidien sur l'opérationnel pour l'accompagner plus à développer ses compétences et à être autonome sur son périmètre. Donc la relation, c'est pour ça que la relation est essentielle et la première marche de cet accompagnement. Une fois qu'on a créé cette relation, on peut poser nos exigences. Et nos exigences, comment est-ce qu'on va les poser? Eh bien, en faisant du feedback. On verra à la fin de la présentation un outil justement pour les étapes pour faire un feedback réussi. Ça faisait partie d'ailleurs des questions du moment. Hein. Comment dire les choses à un collaborateur. Voilà, on vous expliquera un petit processus pour dire les choses. Et ça va vous permettre progressivement d'aligner vos exigences. Un feedback, ça peut être un feedback d'amélioration si vous n'êtes pas satisfait du travail de votre collaborateur, mais ça peut être aussi un feedback positif. Parce que bien souvent, quand on fait quelque chose bien, ça nous paraît facile et on n'a pas conscience de nos points forts. Donc l'idée, ça va être d'aider le collaborateur à prendre conscience de ses points forts et à les renforcer. Voilà. Donc ça nous permet vraiment de poser notre exigence. Et puis, c'est aussi à ce moment-là que vous allez clarifier le P du SVP, le pouvant. Parce que finalement, quand vous confiez une mission à un collaborateur, vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants. On est dans un monde VICA, on a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qui bougent tout le temps. Donc l'idée, c'est de faire des points très régulièrement. C'est pour ça aussi qu'on préconise des points toutes les semaines. Et donc, le feedback aussi va vous permettre de clarifier le P de pouvant, de clarifier le mandat, de clarifier le périmètre et de vous faire des feedbacks aussi dans les deux sens. Ça aussi, c'est une possibilité. Ensuite, ces feedbacks très réguliers vont permettre d'améliorer la compétence de votre collaborateur, puisqu'il va prendre conscience de ce qu'il fait bien, de ce qu'il fait moins bien, il va avoir des axes pour s'améliorer. Et là, un des outils pour le manager, c'est le questionnement. Plutôt que de donner les réponses et de plus utiliser son management de compétences, et plutôt que de donner les réponses à mon collaborateur quand il vient me voir, je vais lui poser une question ouverte. Et je vais l'inciter à trouver ses propres réponses. Et peut-être que le chemin qu'il va trouver pour y arriver va être très différent de celui que moi j'aurais utilisé, mais si au final il atteint l'objectif, c'est parfait, puisqu'en même temps, du coup, il développe sa compétence. Et puis peut-être qu'il va avoir une réponse bien meilleure que celle que j'aurais eue. Et là, c'est double effet qui se coule. Et puis, enfin, on arrive à l'autonomie, à la délégation. Et donc, c'est bien l'autonomie au service de la performance. Et une fois qu'on a gravi toutes ces marches, on arrive justement à l'autonomie et aux collaborateurs SVP dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, tout ça, ça permet de développer cette autonomie, ça permet donc de développer l'engagement des collaborateurs et ça permet de développer la performance et l'adaptabilité de l'organisation. Alors, on va, comme je vous le disais tout à l'heure, faire un focus justement aujourd'hui là sur un des premiers outils du manager qui est l'écoute active et comment pratiquer cette écoute active en one-to-one sans l'idée en one-to-one, c'est de laisser la parole au maximum aux collaborateurs et de soi-même parler le moins possible. Donc, on va voir justement avec Sylvie comment pratiquer cette écoute active. Merci. Donc voilà, donc l'écoute active, ça va être de mettre en action. Dans vos questions, c'était mais comment on s'y prend? Eh bien là, on va vous donner des petites choses très pragmatiques pour que vous puissiez vous-même pratiquer cette écoute active, puisque tout le monde en parle. C'est un terme parfois un peu galvaudé. Et donc, je vous propose une première définition un petit peu rigolote, qui est tirée de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et qui est celle-ci, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. En fait, il y a 10 possibilités, qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Donc ça, c'était une petite citation pour vous mettre en bouche sur ce que c'est que l'écoute active, en tout cas l'écoute d'abord et l'écoute active ensuite, puisque je vais vous montrer les subtilités entre l'écoute et l'écoute active, et puis comment vous pouvez faire pour faire les deux et pour distinguer vraiment les deux. Donc l'écoute, et c'est la slide suivante, et c'est quoi? C'est écouter, c'est en fait porter son attention sur l'autre pour l'entendre, voire pour le comprendre. Tout le monde sait écouter a priori, c'est-à-dire qu'on va faire le silence
en soi et chez soi pour arriver à entendre ce que dit l'autre. Le comprendre, c'est une autre étape encore, hein. Mais en tout cas, on va chercher à comprendre et pas forcément à le convaincre ou à lui partager ce que je pense. Des fois, d'ailleurs, l'écoute va permettre de partager ce que je pense parce que là, au moins, j'entends ce qu'il dit. Je peux partager. Enfin là, je vous dis des banalités. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle nous emmène? Eh bien, l'idée, c'est d'arriver à dire, j'écoute, j'accueille en fait ce que tu dis. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Je peux te donner mon point de vue. Tu peux l'écouter, l'entendre toi aussi. En tout cas, c'est un échange et c'est une posture où il y a un aller et venu entre l'autre et moi dans la parole. Il me parle et je peux lui répondre et on s'écoute et on peut s'entendre éventuellement. Mais ça, c'est encore une autre étape et c'est l'étape d'au-dessus, puisqu'après, on passe à l'écoute active. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écoute active? Oui, Maria? L'écoute active, c'est quand je vais être focus à découvrir l'autre, quand je vais en fait trier tout ce qu'il me dit, mais en étant complètement à 10 000% sur l'autre pour être totalement à sa découverte. Et donc, je vais faire comment? Je vais reformuler, je vais questionner, ce qui va permettre de soutenir la relation. Alors, comment je vais faire ça? Je vais mettre un petit peu moi-même en retrait. Je vais, comme j'aime à dire, mettre en off ma, ma radio mentale. Vous voyez tout ce qu'on peut être en train de se dire. Parce que si vous entendez des petites voix vous parler, c'est normal, hein. En tout cas, on est plusieurs à être normaux comme ça. Donc, je vais mettre en off tout mon modèle de pensée, mon propre avis à moi, etc. Tout ça, je vais le mettre en sommeil. Alors, vous allez me dire, c'est bien ça, c'est de la théorie, Sylvie, vous êtes charmante, mais comment on s'y prend? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous le faites en fait régulièrement. C'est très simple d'être centré sur soi, d'être en position d'écoute sur l'autre. C'est que pour mettre en off ce que je ressens, ce que je suis, ce que je pense, eh bien, je vais pouvoir complètement m'ouvrir sur l'autre et le prendre comme si il y avait un écran blanc devant moi quand la personne parle et qu'au fur et à mesure de ce qu'elle me dit, je dessine ce qu'elle est en train de me raconter. Et puis, si je sens qu'il y a des choses de chez moi qui émergent et que j'ai envie de partager, c'est pas de mettre un pied dessus et de l'écraser parce que ça va revenir encore plus fort, mais c'est de se dire, OK, je prends une respiration et je me dis, OK, tout ça, ça doit revenir, mais ça reviendra plus tard parce que je veux vraiment être attentif, être en écoute. Et quand vous conversez avec quelqu'un, vous êtes capable de tenir l'échange, de comprendre ce qui vous le raconte, même quand vous ne parlez pas. Et le meilleur moyen pour écouter, c'est encore de se taire. Et donc, pour éviter de basculer dans je reste sur moi et en fait je veux donner mon conseil, je veux apporter un jugement, je veux poser une interprétation. Donc en fait, ce serait de filtrer tout ce que dit l'autre par rapport à ce que je pense, moi, à ce que j'ai vécu, à mes croyances à moi. Mon propre filtre, ce serait moi-même et tout mon parcours et tout ce que je suis. Et là, je vais être centrée sur moi, je n'entends plus l'autre. Et ça, c'est un danger de l'écoute active, puisque vous n'êtes pas en écoute active. Et donc, vous éviterez ainsi le jugement, le conseil. On vous a mis les définitions de ce que c'est que le jugement, le conseil, mais aussi l'investigation et l'interprétation. Parce que je peux poser des questions, mais en fait, je veux poser des questions pour encore plus étayer ce que moi, je voudrais qu'il comprenne de ce que j'ai envie de lui dire. Et ce n'est pas l'ambition. C'est vraiment de laisser libre, de laisser cet espace, plutôt que d'apporter ma propre conception des choses pour convaincre l'autre, le questionner ou le juger. Et donc, vous allez me dire, ok, mais le langage, ça ne suffit pas, parce qu'il se passe plein de choses. Là, moi, je suis en train de vous parler, je m'agite, je bouge les bras, etc. Eh bien, ça, c'est tout ce qu'on appelle le non-verbal, voire même le paraverbal. Puisque dans le langage, dans les mots, il ne passe en fait que 7% de notre communication. Je sais que ça peut paraître surprenant, hein, ces chiffres, mais je vous les assure. Et il y a 93% qui passent par le non-verbal et le paraverbal. Le paraverbal, ça va être tout ce qui n'est pas dans le non-verbal. Le non-verbal, c'est ce qu'on va pouvoir observer. Là, vous en avez plein d'exemples. Et le paraverbal, ça va être le son de ma voix, la façon dont je vais poser les mots que je suis en train de vous partager. Ça peut être le rythme dans la façon dont je vous le dis. Et voilà, tout ça, c'est du paraverbal. Ça peut être comme ça aussi. C'est du paraverbal et qui est en plus avec le verbal et le non-verbal, vous voyez. Mais je peux très bien montrer des choses sans avoir à les exprimer et vous percevez de ce fait quand même un message de ma part. Voilà ce que c'était que la communication active et l'écoute active. Maria, ok pour la suite? Ah, t'es en mute? T'es en mute, Miss Maria. Ça, c'était du non-verbal. Voilà. Tu parlais, mais on n'entendait pas. Donc voilà, l'écoute active, effectivement, première pratique vraiment au service du manager et de toute personne finalement
voilà, de tout le monde pour être vraiment à l'écoute de l'autre et développer cette relation dont je parlais tout à l'heure pour accompagner au mieux son collaborateur et percevoir finalement ce qui se passe et favoriser cet engagement dont on parlait tout à l'heure. Grâce à cette écoute, vous allez pouvoir percevoir, comprendre ces différents facteurs de motivation, justement. Vous allez pouvoir favoriser l'autonomie, la maîtrise et le sens. Voilà, vous allez pouvoir percevoir plein de choses que vous ne percevriez pas si vous étiez juste dans le relevé des compteurs. Est-ce que tu as bien fait ce truc-là très, très précis voilà, vraiment en mode micromanagement reporting. Voilà. Donc, deuxième marche, c'est l'exigence. Je vous disais, je vous présenterai le feedback en fin de présentation. Mais avant ça, Sylvie et Sylvie vont vous, voilà, les deux Sylvie vont vous présenter un petit outil, c'est pas vraiment un outil, c'est un modèle pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre pourquoi justement on peut avoir du mal à se comprendre les uns les autres, ce qui amène au conflit. Par contre, du coup, on aura notre petite pause un petit peu plus tard, puisque là, on en a pour un petit peu plus longtemps quand même qu'un quart d'heure. On a envie vraiment de vous faire partager cet atelier, donc on fera la pause juste après. Voilà, donc on en a pour une bonne demi-heure quand même d'atelier, parce qu'on a commencé un petit peu en décalé, le temps d'accueillir tout le monde, de saluer et de faire la petite photo de famille. Donc, on vous demande encore de pouvoir être assez attentif sur le temps qui va suivre. Merci. Sylvie? Alors, du coup, c'est comme les Dupont et Dupont, il y a Sylvie et Sylvie. Ouais. Et du coup, on fera la pause après. Est-ce que peut-être on peut prendre quelques questions déjà jusqu'à présent? Ouais, peut-être alors. Si vous avez des questions sur ce qui a été dit. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre dans le chat, soit vous mettez RAS, donc pas de questions pour l'instant, ou RAD, rien à dire pour l'instant, soit vous mettez votre question, comme ça on sait que on tâte un peu pour voir comment vous êtes. Donc, si tout va bien, vous mettez RAD. RAD. Okay. Bon, on est en rade pour le moment. Ok. Bon. Ok. Tout va bien. Ok. Très bien. Donc, on y va. C'est parti. Hop. Voilà, pause. Alors, Maria, il faut… Voilà, merci. Vas-y, Sylvie. Donc, alors, avant de lancer la vidéo, tu peux mettre l'image, mais avant de lancer la vidéo, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, l'échelle d'inférence, c'est un… Ah, tu as… Ok. Donc, l'échelle d'inférence, c'est un outil qui a été proposé par quelqu'un qui s'appelle Sargeris. Et c'est très utile quand on parle de modèles mentaux parce que, en fait, la plupart des problèmes que l'on rencontre ne viennent pas d'une mauvaise volonté des gens. Ça peut arriver, hein, on ne dit pas que ça n'arrive jamais, mais globalement, on imagine que les gens sont plutôt de bonne volonté. Donc, les problèmes viennent plutôt d'incompréhension. Donc, même les émeutes là, qui secouent les États-Unis et le monde avec l'homme qui a été tué par un policier. Alors, peut-être que ce policier était particulièrement malveillant, mais peut-être aussi qu'il se sentait très sincèrement menacé et qu'il pensait vraiment que ce qu'il faisait, c'était bien, quoi, que c'était son rôle. C'est possible. Donc voilà. Donc, je vous propose de regarder un petit bout de vidéo là que Maria va vous montrer. Et ensuite, vous répondrez à des questions en utilisant le chat. Donc, et les réponses on vous donnera quelques 10 secondes, pas plus. Hein, ça sera des réponses très rapides que vous allez noter dans le chat. Donc, place à la vidéo. Regardez bien, tout le monde est là. Regardez bien l'écran, ça va être très très rapide, donc soyez concentrés. Maria, tu peux y aller. Hop. C'est là, hein, c'est bien là la pause. C'est là. Donc tu passes à la diapo suivante. Ouais. Vous la posez deux questions. Donc, par rapport à ce que vous venez de voir, est-ce que vous pouvez en quelques mots mettre dans le chat ce que vous avez vu, juste ce que vous avez vu? Donc, pour l'instant, vous répondez juste à la première question. Qu'avez-vous vu? On ne parle pas du ressenti. Alors, qu'est-ce que vous avez vu là?
Un homme se met à courir, un homme courir, un homme qui court, en effet. Est-ce que vous avez vu autre chose qu'un homme qui court? Est-ce que vous auriez vu rue, une femme immobile, une voiture qui avance, un gars qui court, un homme qui court, une femme qui fait la pause, une voiture qui arrive, un homme qui court, une femme qui attend, une voiture qui arrive, une scène, rue, un homme qui court, une femme qui attend. Bon, je crois qu'on a à peu près toujours la même chose. Un homme qui se met à courir lorsqu'une voiture arrive et une femme qui attend. Alors, on a une femme qui attend. Alors, un homme qui court, c'est indéniable, vous l'avez vu. Alors, il y a quelqu'un là, Annie, qui a mis une femme immobile contre un mur et une voiture derrière qui passe. Ça, c'est factuel. Une femme qui attend, c'est une interprétation. Oui. Vous n'avez aucune raison de savoir que cette femme attend. Elle est peut-être en train de faire autre chose. Donc, vous voyez comment c'est difficile, rien qu'à ce niveau-là, déjà, de rester dans du factuel. Donc là, on a vu un homme court, change peut-être de direction et se dirige vers une femme qui attend dans la rue, adossée au mur. Donc le fait qu'elle attende, c'est pas si clair. Est-ce qu'il se dirige vers elle? Peut-être ou peut-être pas. Vous voyez comment c'est très facile déjà de mettre des intentions. Donc maintenant, on va toujours pas aller dans les intentions, mais on va vous demander juste qu'est-ce que vous avez ressenti. Donc pareil, très rapidement, vous mettez qu'est-ce que vous avez ressenti. Malaise, inquiétude, suspense, la peur chez l'homme, le danger, une poursuite, l'urgence. Super. Ok. Une fuite, le suspense, un danger imminent. Que se passe-t-il? Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que vous n'avez pas tous exactement le même ressenti. L'homme est pressé. L'homme est pressé. Ouais. Donc le ressenti, vous voyez, il vous appartient. Votre ressenti à vous, ce n'est pas le ressenti de quelqu'un d'autre. Parfois, ça peut s'approcher, parfois, ça pourrait être même complètement autre chose. La fuite. Et pourtant, vous voyez tous la même chose, hein, nous sommes bien d'accord. Vous avez tous vu la même chose. Et c'était juste quelques secondes. Juste quelques secondes. Mais aucun ressenti agréable. Ok. Donc, Maria, est-ce que tu peux montrer la suite? Oui. Est-ce que vous voyez la vidéo là ou pas? Non, là, on voit toujours la presse, Maria. Ah, voilà, attendez, il faut que tu rebascules, oui, à chaque fois, il faut que tu repasses vers vers les sourires de tout le monde. Mais il y en a de moins en moins, quand même, tout le monde a coupé sa caméra, mais c'est pour une question, je pense, de connexion Internet. Et voilà la suite. Alors, regardez bien, concentrez-vous, voilà la suite. Et voilà. Et là. Donc, Maria, tu peux passer à la diapo suivante? Nous allons faire comme tout à l'heure, où nous allons vous inviter à répondre à 2 questions sur le chat. Alors, il doit y avoir une façon de passer de l'un à l'autre. Mais... Oui, ben, c'est ce que tu es en train de faire. Voilà. Alors, hop et hop. Voilà. Voilà. Alors, répondez d'abord à la première question. C'est qu'avez-vous pensé? C'est-à-dire, quelle histoire vous vous racontez quand vous voyez ça? Qu'est-ce qui se passe là? Quand vous avez vu la suite, qu'avez-vous pensé? Qu'est-ce que vous raconteriez à quelqu'un si vous devez raconter ce que vous avez vu? L'homme continue de courir et se dirige vers un autre homme. Meurtre ou vol? Tentative d'agression? Point d'interrogation. Le vol d'une mallette. Un homme qui court vers un autre pour lui prendre sa mallette. Une agression, un vol. L'homme courait après un homme armé. L'homme se précipite vers un autre, excusez-moi, une saisie de documents. Une attaque, une agression. Un homme qui tente d'échapper à une poursuite. Une saisie de documents. Ok. Très bien. Donc, vous voyez, là, déjà, vous êtes dans un sauvetage. Un sauvetage, oui. L'homme a pour but d'attaquer un autre homme. Ok. Vous voyez des interprétations complètement différentes. Encore une fois, avec une petite séquence vidéo qui est très courte et vous avez tous vu exactement la même chose. Ils vont se battre. Oui, oui, oui. Donc là, on est en plein dans l'interprétation. Et l'interprétation, on ne peut pas y échapper. Quoi qu'il arrive, toujours, à chaque moment de votre vie, vous voyez des choses et immédiatement, vous les interprétez. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Donc, on va passer à la deuxième question. Non, pas celle-là. Tap, tap, encore. Avance. Encore. Pardon, non, avant. Un peu plus haut. Une image plus haut. Voilà. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été là? Donc, par rapport au ressenti ou à l'histoire que vous êtes racontée, est-ce que vous auriez fait quelque chose? Peut-être rien. Mais si rien à ce stade. Rien. Je pars. Rien. Rien.
Un croche-pied. Ok. Ok, en si peu de temps, je ne suppose rien. J'attends de voir ce qui se passe entre les deux. Rien non plus à ce stade. Sidéré car tout va vite. Oui, Laissez passer le coureur. Rien en attendant d'en voir plus. Regardez pour savoir. ok. Trop rapide. Vigilance accrue. Trop rapide pour réagir, j'imagine. Ok, Mhm. très bien, super. Donc vous voyez, pareil, les réactions ne sont pas pareilles. Donc on va retourner à la vidéo et on va voir la fin de cette petite vidéo. Ok. Hop. Désolée pour les manipulations. C'est normal parce que tu passes d'un support à un autre, Ouais, donc tu n'as pas le choix. Ça fait partie du truc. C'est pas... Hop. Ok. Voilà la fin. Hop. Et voilà, c'est fini. Ok. Donc tu peux remettre, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Fin inattendue, je vois dans les conversations. Pas inattendu. Ça finit bien. Oui, oui, oui. Un Heureusement sauvetage. que ça a été poussé. Merci le coureur. Ok, tu peux passer à la diapo suivante, Maria? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter cet outil, donc l'échelle d'inférence, qui est un outil qui permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là et ce qui se passe à tout moment dans votre vie. Donc, plutôt que de lancer des grandes explications, on va regarder une nouvelle vidéo. Donc, ça, c'est une vidéo qui est une petite animation sur l'échelle d'inférence. Elle est en anglais et il y a des sous-titres en français. Imagine a microscopic-sized ladder contained in the part of our brain that will label our subconscious. The ladder of inference, which was first proposed by Harvard professor Chris Argyris, is the basis of this model. Every time we interact with someone, that experience enters the ladder at the bottom. That same experience zips up the ladder in the blink of an eye, exiting at the top. This process happens thousands of times a day without us knowing it. Let's focus on what happens on each rung of the ladder. On the first rung, we have the raw data and observations of our experience. This is very similar to what someone watching a video recording of our experience would see. Moving up to the second rung, we filter in specific information and details from our experience. We unknowingly filter based on our preferences, tendencies, and many other aspects that we believe are important. On to the third rung, we assign meaning to the information we have filtered through. This is where we start to interpret what our information is telling us. On the fourth rung, a very crucial thing happens. We develop assumptions based on the meaning we created on the previous rung, and we start to blur the distinction between what is fact and what is story. On the fifth rung, we develop conclusions based on our assumptions. This is also where our emotional reactions are created. On the sixth rung, we adjust our beliefs about the world around us, including the person or people involved in our experience of the moment. On the seventh and final rung, we take action based on our adjusted beliefs. Still with me? Great! Let's take a real-life example and run it up the ladder to see how this all works. Have you ever been cut off in a parking lot, signal light on, as you steer toward your coveted spot only to slam on your brakes at the last minute as someone pulls in front of you and steals your spot away? Imagine that experience and notice all of the data and observations landing on the first rung of your ladder. Now let's watch what we pay attention to on the second rung. Who cares that it's sunny out and the birds are chirping? The 50% off sign outside of your favorite store is meaningless. You filter in the sensation of your grip tightening on the wheel, you feel your blood pressure rise, you hear the squeal of your brakes, and you notice the expression on the face of the other driver as he pulls in front of you and quickly looks away. Time for our third rung. Ever since you were young, your parents taught you the importance of waiting in line and taking your turn. You live and die by the rule of first come, first served. And now this guy has just stolen your spot.
what gives? Up to the fourth rung we go. Watch closely as our assumptions take over and our story creates itself. That stupid jerk. Didn't his parents teach him anything? How could he not see my signal light? He must never pay attention. Why does he think he's more important than anyone else? Jumping quickly to the fifth rung, we conclude that this guy is heartless, inconsiderate. He needs to be taught a lesson and put in his place. We feel angry, frustrated, vindictive, justified. On our sixth rung, we adjust our beliefs based on the experience. That's the last time I give in. Next time someone tries to cut me off, tires will be smoking on the pavement as I squeal past them into my spot. And finally, our last rung, we take action. We back up, pull up behind his car, honk our horn, and roll down our window to scream a few choice words his way. Now, imagine, he walks over quickly, apologizing. His wife, who is almost due with their first baby, called him from inside the mall to say she is in labor and needs to get to the hospital immediately. We are momentarily shocked, apologize profusely, and wish him luck as he rushes toward the entrance. What just happened here? What changed? Why is this so significant? In our parking lot example, our beliefs were short-circuited by the ladder of the other individual. My wife is in labor. I need to get there quick. There's a parking spot. Phew! Oh, geez, I cut someone off. I better apologize quickly so they don't think I'm a jerk. But what if we were able to short-circuit our ladders ourselves? Proactively, by choice. Guess what? We can. Let's return to our unique human function of free will. Next time you notice yourself reacting to your experience, pay focused attention to your ladder. Ask yourself what beliefs are at play. Where did they come from? What data and observations did you filter in as a result of your beliefs? And why? Are your assumptions valid and supported by facts? Would a different set of assumptions create different feelings and result in new and better conclusions and actions? We all have our own unique ladder. Be mindful of yours and help others to see theirs. Donc la première marche, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est le niveau totalement objectif. Là, dans notre histoire avec la vidéo, donc c'était la vidéo elle-même. Donc, et encore que, tout à l'heure, on a dit attention, quand on regarde la vidéo, parfois on interprète malgré soi. Oui, donc c'est vraiment la vidéo elle-même, sans interprétation, sans rien. C'est juste la vidéo. Et dans la vraie vie, quand on n'est pas dans une vidéo, la réalité ne passe pas deux fois. Donc, c'est très, très difficile de saisir les choses exactement telles qu'elles étaient, d'où le niveau 2. Donc, Maria, le niveau 2, justement, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a reniflé, qu'est-ce qu'on a… Voilà, sans interprétation. C'est qu'est-ce qu'on prend, nous, de cette réalité, c'est-à-dire le filtrage, parce que chacun de nous a ses filtres qui lui font appréhender la réalité d'une manière ou d'une autre. Donc, avant même de rentrer dans une quelconque explication, histoire, ressenti, etc., notre niveau à nous, le premier niveau personnel qu'on a, n'est jamais le niveau 1, parce qu'on n'est pas une caméra ou un micro. Donc, déjà, on est en train de filtrer. Et on va filtrer donc en fonction de soi-même, de sa culture, de sa personnalité, de ses biais cognitifs et de ses modèles mentaux. Donc maintenant, au niveau 3, on commence à avoir du ressenti. Donc, ça évoque quelque chose. C'est le sens qu'on donne à ce qu'on a vu, entendu. Donc, on commence à interpréter les choses. Le niveau 4, c'est qu'est-ce qui se passe? On ajoute des significations, des interprétations à tout ça. Et donc, rappelez-vous, c'est inévitable, vous le faites tout le temps et vous allez continuer à le faire tout le temps parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais tout ça, c'est basé non pas sur les faits, mais ce que vous avez filtré des faits et de la personnalité, de la façon que vous avez qui est totalement personnelle d'analyser et de ressentir tout ça. Donc, le niveau 5… Alors, le niveau 5, c'est celui des conclusions. Donc, ils sont basés sur vos interprétations qui elles-mêmes sont basées sur votre ressenti, etc. et sur votre filtrage. Et ce qui va se passer à cette étape-là, à l'étape 5, c'est assez intéressant. C'est qu'au début, vous êtes arrivé là en vous basant en partie sur vos croyances. Et à ce moment-là, vous allez renforcer vos croyances. Donc, si vous pensez, par exemple, que les jeunes punkistes, c'est des gens dangereux,
Votre interprétation va vous faire interpréter qu'il y a ici une agression et ça va renforcer votre croyance que les jeunes punkistes sont dangereux. Oui, ou Donc, ça va venir, oui, ou ça va venir la créer, Sylvie, si je peux me permettre aussi. C'est-à-dire qu'on va vivre quelque chose et ensuite on va en déduire une généralité qui va devenir une croyance, puisque la croyance, c'est une généralité, une généralisation que l'on fait par expérience. exactement. Et donc, par contre, si vous le faites sciemment et consciemment, c'est là que vous avez une belle opportunité de réviser vos croyances plutôt que de renforcer celles que vous aviez avant. Donc, l'étape 6, c'est les décisions qui découlent de tout ce qu'ils avaient vu. Donc, vous allez prendre ou ne pas prendre, mais ne pas prendre une décision, c'est aussi prendre une décision. Donc, vous allez prendre une décision quelconque. Alors, sachant qu'une décision n'est pas forcément une action. On peut prendre une décision du genre, je vais me mettre au régime à partir de demain et puis on verra bien. Un jour, peut-être que ça viendra ou pas. Donc, toutes les décisions ne sont pas suivies d'action. Mais là, on prend la décision et à l'étape 7, c'est là qu'on va faire une action qui est basée sur ces décisions. Donc, on va faire ou on ne va pas faire, on va dire ou ne pas dire quelque chose. Et ne pas faire ou ne rien dire est aussi une façon de faire. Donc ça, l'échelle d'inférence, ça se passe tout le temps, on n'en est pas conscient et généralement, on arrive tout de suite à l'échelon 7 sans avoir décortiqué le processus. Donc quand vous vous demandez pourquoi vous avez pensé telle chose ou pourquoi vous faites telle chose, c'est intéressant de revenir à l'échelle d'inférence et de vous poser la question. Donc de prendre le temps, ça peut être très rapide, hein, mais parfois ça vaut la peine vraiment de s'y attacher, de prendre vraiment le temps qu'il faut et de vous demander, mais en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sachant que réellement, vous ne le saurez jamais, mais au moins vous allez essayer de refactualiser au mieux possible, donc d'être sincère dans votre refactualisation. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que j'ai vraiment vu? Et le truc magique, c'est qu'on peut le faire à plusieurs. Parce que si vous le faites vous-même, vous allez avoir du mal à vous détacher de vous-même. Mais si on le fait à plusieurs, comme on l'a fait tout à l'heure avec la vidéo, vous pouvez voir ce que disent les autres. Et là, vous pouvez vous dire, ah tiens, ah oui, effectivement, pourquoi j'ai dit que la dame, là, elle est en train d'attendre? Peut-être qu'elle n'est pas en train d'attendre. Et pourquoi j'ai pensé que c'était le jeune qui fuyait? Peut-être que c'est lui qui poursuivait, en fait. Et du coup, l'intelligence collective, en faisant cette démarche-là ensemble, va vous permettre d'avoir une image plus large et potentiellement plus juste. C'est jamais gagné d'avance, mais ça ouvre des possibilités. Et donc, ça peut corriger votre façon de raisonner. Et ça veut dire aussi, si tu me permets, Sylvie, que de cette manière-là, je peux accueillir ce que l'autre fait ou ce que l'autre dit, puisque c'est ce qui va amener en fait ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire, ou celui qui ne fait pas ou qui ne dit pas en se disant qu'il répond à tout un processus interne chez lui que l'on vient de vous détailler là, qui est tout à fait légitime, qui lui appartient et qui est très logique, puisque si je l'applique pour moi, bah, je l'applique aussi pour les autres. Donc ma logique vaut dans la logique. En tout cas, l'échelle, les étapes de l'échelle sont les mêmes pour tous. Alors, les étapes sont les mêmes, mais le processus est totalement spécifique à chacun. Donc, en échangeant le processus avec d'autres personnes, vous élargissez votre vision du monde. Donc, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Maria? Donc, OK, et continue. Voilà, donc est-ce que vous pouvez réutiliser le chat? Donc, on va répondre aux questions l'une après l'autre. Donc, déjà, comment avez-vous perçu cet exercice? Répondez juste à cette question-là, rapidement, à chaque fois, c'est une phrase. C'est nouveau, c'était intéressant, intéressant, intéressant. Intéressant, intéressant. Il confirme la nécessité d'une vision globale. Étonnant, intéressant, simple. Ça remet en perspective. Ça apprend à ne pas répondre trop spontanément. C'est instructif. Intéressant et fait réfléchir. Prise de recul. OK. Ne pas Donc, porter de jugement trop rapidement. oui. On va peut-être laisser un petit peu de temps, on en a un petit peu devant nous. Connais-toi toi-même, c'est ça. Cela permet une distance, une bonne illustration avec l'échelle. Oui, 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 oui. OK. Donc, on va passer à la question suivante. Qu'avez-vous appris? Si vous avez appris quelque chose, vous pouvez aussi dire rien du tout. RAS. Ne pas se projeter. Alors,
j'en profite pour dire que ça peut être fait a posteriori ou a priori aussi, hein, ce genre d'exercice. Hein. À prendre du recul, à prendre le temps. Rappel du filtre et découpage en 7 étapes. RDT, rien de, mais rappel positif. RDT, j'ai un doute sur le T, je ne Rien du saurais. tout. Rien du tout, pardon. À mieux analyser, à mieux analyser la situation. Confirme que nous devons faire attention avant de porter un jugement. Rien du tout. Le processus est bien découpé. Oui, D'accord. merci pour la précision du RDT. Remise en perspective des croyances. Oui, très important cette partie-là, parce qu'on a tous des croyances et comme on y croit, ben, on ne pense pas à les remettre en perspective. Trop découpé, point d'interrogation. Un rappel est toujours bien. Le naturel prend vite le dessus. Oui, c'est pour ça qu'on disait que c'est évidemment que c'est quelque chose qu'on a totalement intégré. L'idée, c'est de faire un arrêt sur image, soit sur des événements qui sont passés, soit sur un rendez-vous ou une réunion à venir. Donc, ce sont des outils que vous pouvez très bien utiliser a posteriori ou a priori. Alors attends Sylvie, va pas trop vite, hein. Ouais, Là, pardon. justement, on pose la question, est-ce que vous voyez des situations au travail ou des situations personnelles dans lesquelles ça C'est vrai. Pardon. Entretien d'embauche ou entretien disciplinaire. Absolument. L'idée, c'est d'arriver avant l'entretien disciplinaire, ce serait encore mieux. Oui, en général, Oui, dans toute relation, enquête avant sanction. Ce qui serait bien, c'est faire encore avant l'enquête pour arriver d'en arriver là. En cas de désaccord, réunion CSE. Je me pose toujours des questions sur le pourquoi quand ça s'est mal passé. Ok, super. oui, 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 très bien, très bien. Donc, vous voyez ces choses-là. Alors, une dernière question, c'est qu'allez-vous faire différemment à partir de demain? Si vous allez faire différemment, sinon vous mettez RAS, hein, rien. Alors, sur les situations au travail, il y avait oui, notamment sur la reprise ou non du travail pendant le Covid Ah, intéressant. aussi. Mm. Ok, donc pour peut-être... J'aime bien rebondir là-dessus, sur la vas-y. reprise du travail. Donc, c'est un processus de prise de décision. Donc, c'est un magnifique outil pour prendre des décisions. Ok. On peut peut-être passer à la dernière question maintenant. Oui, Qu'allez-vous faire différemment à partir de maintenant? Essayez d'utiliser tous les barreaux de l'échelle. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on comprend mieux l'autre qu'on va s'entendre au final. Alors, ça, oui, en effet, l'idée aussi, c'est quand même alors réagir moins vite. oui, Mieux comprendre l'autre, c'est aussi apaiser soi-même et arriver à comprendre aussi ce qui fait émerger l'émotion parfois qui est très spontanée et justement de pouvoir la formuler, pouvoir lui faire face et rien que ça, de pouvoir la formaliser, permet de l'apaiser. Avec l'idée, c'est pas de la nier, mais de l'apaiser parce que quand on est apaisé, on pense et on agit différemment. Quand je suis très en colère, je ne réagis pas et je n'agis pas de la même manière que quand je suis sereine, quand je suis joyeuse, quand je suis attristée. Et l'idée, c'est d'arriver à être dans les meilleures intentions ou dans les meilleures situations émotionnelles quand vous êtes face à quelqu'un pour avoir la meilleure réponse, la réponse la plus adaptée pour vous d'abord, et puis pour l'autre, ce qui pourrait être le deuxième effet qui se coule. Donc comprendre mieux l'autre ce que fait, pour s'entendre mieux, quelque part, ça amène une clé de compréhension et ça vous élargit, vous, le champ des perspectives, c'est ce que disait Sylvie. J'apprends que les autres ont leur propre logique et donc parfois je me dis, tiens, c'est intéressant cette logique, ça m'ouvre les perspectives de réflexion aussi. oui. Et ça n'oblige pas, on est bien d'accord, ça n'oblige pas qu'on va s'entendre au final. Mm. Mais au moins, on aura mis un niveau de compréhension entre le fait, et on sait pourquoi on ne s'entend pas. Ça ne sera pas sur un malentendu, on saura pourquoi. Mais effectivement, ce n'est pas une baguette magique qui va faire qu'on va être ami-ami avec tout le monde. Non, bien sûr. Alors, je voyais aussi la problématique reste le flux d'infos à traiter, spécialement pendant le Covid, où les infos étaient parfois contradictoires. Certains collaborateurs ont pu avoir peur, à raison. Absolument. Donc ça, c'est une très très belle, un bel exercice que vous pouvez faire si vous avez et avec plusieurs collaborateurs. Vous pouvez le faire en one-to-one ou avec un seul collaborateur à la fois, mais vous pouvez aussi le faire en équipe.
où chacun, étape par étape, va dire comment lui il a vécu, senti, etc. Et l'interprétation, et ce qu'il met par rapport au Covid, ou par rapport à l'envie ou aux craintes pour revenir au travail. Donc, c'est un très, très bel outil que vous pouvez totalement utiliser là maintenant dans cette période tellement justement difficile, tellement VUCA ou VICA, où il y a beaucoup d'incertitudes et où chacun est plongé dans sa propre échelle d'inférence sans même en avoir conscience. Donc, chacun l'a subi. Et donc, déjà, de révéler ça à une personne, c'est déjà intéressant. Donc, quelqu'un a mis partager l'outil. Absolument, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Et le faire ensemble, c'est très, très fort. Donc, il est plus facile aujourd'hui sur cet épisode, après coup, une fois qu'on connaît le résultat. Oui, alors on peut l'utiliser dans les deux cas. On peut le faire avant de sauter à quelque chose, à une conclusion, etc. Mais on peut très bien le faire aussi après coup. Ça permet, parfois, ça peut permettre de corriger les choses ou juste de dire désolé, j'ai eu tort. Oui, ou de s'ouvrir à l'idée qu'il y a une autre logique que la mienne, et ça on le sait intellectuellement, qu'on n'est pas tous dans les mêmes logiques, mais là ça permet de la mettre en toute transparence et de la partager. Donc de créer la compréhension. La difficulté de la communication, c'est que lorsque je donne un message, l'interlocuteur le capte selon ses propres schémas et selon sa propre échelle d'inférence, et que l'idée c'est d'arriver à le rendre visible, à rendre ma logique visible. Et je vais aussi tenter d'éviter les interférences émotionnelles. Alors, l'idée peut-être ne serait-ce pas de les éviter, mais peut-être de les conscientiser. Comment? Oui, de les conscientiser, du coup de les apaiser. Absolument. Rien que de ce fait de savoir, de se dire, mais je suis en colère là, mais qu'est-ce qui se passe? De me dire à moi-même, mais je suis en colère là. Bah, rien que là, ça va, vous allez voir que ça va descendre tout de suite. C'est automatique, on est fait comme ça. Alors, c'est très puissant. Avant de rendre la main à Maria ou à faire la pause, enfin, c'est Maria qui dira, je vais vous donner deux exemples dans lesquels moi je l'utilise maintenant couramment. L'un, c'est au niveau personnel. Quand je sens qu'il y a un conflit qui va venir ou un désaccord profond avec quelqu'un, je commence par me l'appliquer moi-même en me demandant qu'est-ce qui se passe chez moi. Donc, je me le fais avec l'habitude, on le fait très vite. Hein, au début, c'était un peu compliqué, mais maintenant, je le fais quasiment automatiquement. Et si je me dis, oups, là, il me manque des éléments, ben, j'essaye de voir la personne, de discuter avec la personne et de lui poser les questions. Mais toi, tu as vu quoi? Ou qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Ou qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Pour essayer de voir comment son échelle à elle interfère avec la mienne. Donc ça, c'est un usage. Et le deuxième, c'est dans des coachings avec des équipes, d'utiliser l'échelle justement pour prendre des décisions. Donc ça permet de dire à chacun, par rapport à une situation donnée, donc toi, tu le vois comment? Donc en montant les différents échelons, et puis ensuite tout le monde partage. Donc chacun le fait de son côté, et ensuite on partage tout et on voit un petit peu l'image collective. Et après, on peut s'entendre sur une décision. Et ce qui peut être intéressant aussi dans un atelier de ce genre-là où on le fait en commun, c'est que plutôt que chacun fasse sa propre échelle, c'est de prendre des rôles. Chacun joue le rôle de quelqu'un d'autre, ce qui est encore plus fort dans l'empathie parce que chacun essaye déjà au départ de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc, c'est assez remarquable ce que ça peut donner. Tout cela devrait être enseigné à l'école car il serait plus facile d'intégrer rapidement et facilement et que ça devienne automatique. Alors, j'adorerais qu'enfin on mette ces choses-là à l'école, oui. Et ça peut commencer à la maternelle. Alors, oui. Là, je vais justement peut-être vous rassurer sur ça. C'est que le risque que vous prenez à l'essayer et à l'utiliser et à le partager en toute transparence avec vos collaborateurs, vos collègues, c'est que ça risque de fonctionner. C'est ça le risque, c'est que ça puisse avoir un avant, un après. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que vous ne pourrez plus dire maintenant que vous ne savez pas. Donc, si vous l'essayez, vous risquez d'y prendre goût. Faites attention, ça peut être quand même dangereux de devenir addict. Bon, c'est un petit peu de boutade de ma part, mais c'est juste pour vous dire que c'est extrêmement puissant, en fait, que de pouvoir prendre le temps de se poser les choses et de partager avec les autres les différents points de vue. Ça permet quand même, vous disiez tout à l'heure, on ne s'entend pas forcément, ça permet quand même de comprendre. Et comprendre fait que du coup, quels que soient les agissements de l'autre, on peut comprendre qu'il y a une logique qui réponde à ça et d'interroger après cette logique. Donc, ça permet de créer l'échange.
Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et ça évite de monter dans les tours, si je devais le dire un peu familièrement. Et parce que quand je suis en colère ou quand je suis dans quelque chose, une émotion insatisfaisante et qui est en excès, qu'elle soit de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, de l'agacement, mes écoutilles se ferment et je suis plus capable d'agir comme il le faudrait. Est-ce que l'exercice du tour de table reprend cet outil? On peut. Oui, on pourrait, vous pouvez le partager. Et puis, alors après, je ne sais pas, est-ce que l'exercice du tour de table reprend cet outil? Ça dépend de la façon dont vous le menez. Parce que juste un tour de table, simplement un tour de table, c'est déjà bien, Ouais. mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y a quand même cette étape de décortiquage qui veut dire quels sont les faits, comment je les interprète, quelle histoire je me raconte. Donc, c'est pas inintéressant, même si on peut faire cette étape. Et le boulevard à utiliser ça, c'est l'écoute active dont on parlait juste avant, en fait. Les deux ensemble font que vous allez pouvoir être en totale découverte de l'autre. Et donc, vous allez pouvoir après, peut-être ça va être une conclusion de cette étape avant la pause, Maria, si tu me le permets. C'est une fois que je sais comment j'écoute activement et que je me mets au service de l'autre, et éventuellement faire cet exercice-là de façon collective ou individuelle, va me permettre d'avoir en tout cas deux outils extrêmement puissants pour pouvoir faire un feedback de qualité, quelle que soit la nature des éléments que j'ai à partager avec l'autre. Oui. Alors, puisqu'on était dans les confidences, là, je peux vous raconter que cet exercice, moi, j'ai 3 enfants que j'ai pas élevés avec ça parce que je connaissais pas. Je le regrette beaucoup. Si j'avais eu cet outil avant, je l'aurais utilisé. Maintenant, je le fais avec mes grands-enfants et ça améliore grandement nos relations. Mais si vous avez des enfants plus petits, n'hésitez pas à l'utiliser. Et c'est très, très bien aussi pour la vie de couple, en dehors de l'entreprise. Voilà, Maria, je te rends la main. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques avant qu'on fasse une petite pause et avant qu'on aborde la suite? J'ai la chance d'avoir un fils Asperger et c'est vrai que cela fonctionne. Merci pour ce partage, Céline. Pour partage, oui. Oui, alors pareil, moi j'ai une fille et un fils Asperger et effectivement, ça aide beaucoup. Super, merci. Les filtres hommes-femmes ne sont pas les mêmes, en effet. En effet, mais je dirais même que entre deux femmes et deux hommes, ce ne sont pas les mêmes non plus, Oui. parfois. Et puis culturellement, après, on peut rajouter plein de filtres. Il y a les filtres neurologiques, les filtres culturels. Il y en a quelques-uns des filtres, effectivement, mais c'est pas que limité aux hommes et aux femmes, en effet. Merci pour ce partage. Ok. Donc, après effectivement cet exercice sur l'échelle d'inférence, on va voir effectivement comment pratiquer un feedback, un bon feedback, puisqu'on vous avez vu, je pense, tout ce que ça peut vous apporter justement pour faire un retour à vos collaborateurs et à toute personne finalement. Et vous avez vu comment cet outil de l'échelle d'inférence peut prévenir les conflits, mais aussi aider à les gérer quand ils sont là. Éviter de monter dans les tours, comme disait Sylvie, et faire redescendre et essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Donc, on va voir effectivement comment faire un feedback pour aligner nos exigences. Donc là, on est vraiment sur la deuxième marche de l'escalier. Et tout ça, si je refais un petit point en avant, présuppose qu'on a bien construit la relation de confiance au préalable et qu'on est à l'aise aussi pour se dire les choses. Alors, le feedback, plusieurs étapes. Déjà, la première étape, c'est de demander l'accord de la personne pour recevoir ce feedback, notamment lors des feedbacks d'amélioration, lorsque vous n'êtes pas satisfait, par exemple, du travail d'un collaborateur, que vous avez des choses à dire à ce sujet-là. L'idée, ça va être déjà de demander l'accord de la personne, parce que si la personne n'est pas d'accord ou n'est pas c'est pas le bon moment pour elle, ça risque de ne servir à rien de rentrer d'une oreille et de sortir de l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'abord de lui demander son accord. Ensuite, de remettre en contexte. Parce qu'on l'a très bien vu avec l'échelle d'inférence, on a chacun nos filtres. On a chacun perçu une partie de la réalité et qui est certainement pas 100% de la réalité puisqu'on a filtré. Et donc, l'idée, c'est de remettre dans le contexte et d'exprimer déjà, le paysage de la situation. Et puis, enfin, ensuite, de lister vos observations, donc les faits. Donc, au maximum, la première et deuxième marche de l'échelle d'inférence, vraiment lister les faits
Les faits, c'est vraiment ce qu'on peut observer, ce qu'on peut filmer, donc dans la mesure du possible, hein, parce qu'on voit que forcément il y aura des filtres, mais en tout cas d'être le plus factuel possible. A priori, si vous êtes factuel, la personne en face ne pourra pas contester. Si elle conteste, c'est que déjà vous êtes dans des niveaux d'interprétation qui sont différents et que ça vaut le coup d'expliciter, comme le suggérait Sylvie tout à l'heure, Sylvie Raby, et de se questionner. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Qu'est-ce que tu as vu toi? Et de questionner vos différences de perception. Ensuite, vous pouvez exprimer vos ressentis et clarifier l'impact que ça a sur vous. Qu'est-ce que ça vous fait, ce qui s'est passé, en termes d'émotions et de ressentis. Donc ça, c'est quelque chose qui dit pas qui est pas forcément facile à dire, qui est pas non plus forcément facile à identifier. On n'identifie pas forcément toujours bien ses émotions. Parfois, on a l'impression d'être en colère et derrière la colère, il y a de la peur qui se cache. Donc, prenez le temps aussi. Un feedback, on conseille de pas le faire à chaud. Bien sûr, il faut pas attendre 6 mois, mais on conseille de dormir au moins une nuit dessus, d'attendre 24 heures pour justement prendre le temps de se refaire les marches de l'échelle et de se refaire le film, de décortiquer un petit peu ce qui s'est passé et pouvoir exprimer ce que ça vous fait à vous. Et ce que ça vous fait à vous, ça, pour le coup, personne ne peut le contester. Ça vous appartient, votre émotion, elle vous appartient et personne pourra le contester. Une fois que vous avez exprimé vos ressentis et que vous avez clarifié l'impact que ça a pour vous, vous pouvez expliquer votre demande, si vous avez une demande. Donc, ça peut être une demande d'amélioration, une demande de corriger le tir, si c'est dans un cadre d'un feedback d'amélioration. Dans le cadre d'un feedback positif, ça peut être, par exemple, de demander à votre collaborateur qui a particulièrement bien fait quelque chose, voilà, de rédiger quelque chose dessus ou de le transmettre à une autre personne. Mais il y a certainement il y a peut-être une demande derrière. Et puis, vous pouvez faire des suggestions. C'est optionnel, cette dernière étape. Mais vous pouvez faire des suggestions en lui disant si j'étais à ta place, voilà ce que j'essaierais. Mais vous pouvez aussi continuer à le questionner, comme on a vu tout à l'heure, pour l'aider à trouver ses propres réponses et son propre chemin. Voilà. Donc ça, ce sont les 6 étapes, les 6 grandes étapes d'un feedback réussi. L'idée, c'est, alors ça peut aller très vite. Ça prend pas forcément beaucoup de temps de faire un feedback. Et l'idée, c'est de le faire très régulièrement. Justement pour prévenir les conflits et avant d'être vraiment dans le conflit dur, l'idée ça va être de le faire très très régulièrement pour que c'est un peu l'image du tremblement de terre sur la côte ouest aux États-Unis, ça tremble très régulièrement, ce qui évite le gros boom. C'est vraiment ça, c'est l'idée de faire des petites fuites, des petits feedbacks régulièrement plutôt que d'attendre que la cocotte minute monte et explose. C'est vraiment l'idée. Donc c'est aussi un outil pour prévenir les conflits. Et puis aussi quand vous êtes dans le dur pour les gérer, parce que ça permet de dire les choses de façon factuelle, de dire aussi ce que ça vous fait à vous, et puis ensuite de trouver ensemble des pistes d'amélioration pour la suite.